On va accueillir donc pour cet atelier donc la société Cadieux. Donc à ma droite donc Emmanuelle Legault, la présidente directrice générale de la société, et Terence Carpatier, donc directeur de production et directeur qualité de la même société. Donc ils vont passer 1 heure avec vous pour partager avec vous en fait leur chemin ligne. Et vous verrez qu'en fait, ce qu'ils vont vous présenter est quelque chose d'assez remarquable. Voilà, donc je maintiens le suspense. Donc Emmanuelle, je crois que c'est à toi de jouer. Merci Philippe, merci d'avoir choisi cet atelier. Donc on va se mettre un peu plus au milieu, voilà. Donc voilà, donc on est ravis de vous présenter cet après-midi le travail que nous avons effectué donc en compagnie de Philippe depuis plusieurs années, depuis 2012. Donc on a donc choisi le Lean pour accompagner notre croissance. C'est vrai qu'on a une chance assez phénoménale. Notre entreprise croît depuis des années. Elle n'a pas subi la crise du bâtiment, parce qu'on est dans le monde du bâtiment, mais elle n'a pas subi cette crise. Au contraire, on en est ressorti encore plus fort et encore plus vorace. Et donc, cette voracité devait s'accompagner d'un outil de production, et on va vous raconter cette belle histoire. Donc, tout d'abord, on va vous lancer une petite vidéo qu'on a utilisée sur Batimat. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire et ça va vous présenter l'entreprise. Voilà, donc Cadieux, c'est mon nom de jeune fille. Donc, ce sont mes parents qui ont créé cette entreprise il y a 43 ans. Donc c'était une petite menuiserie. Mon père était menuisier bois, ma mère comptable, beau mariage. Et donc ils ont, au lieu d'être restés artisans, et au lieu de faire pour des particuliers, mon père avait déjà cet esprit d'innovation. Et il a préféré s'intéresser aux produits, faire innover le produit et le vendre à d'autres artisans pour qu'eux-mêmes les pochent chez les particuliers. Donc aujourd'hui, on est une ETI familiale donc, qui a été créée en 1973. On est 380 collaborateurs, donc on est passé de 2 à 380. On va atteindre les 400, je pense, dans les mois qui arrivent. Donc notre situation est assez difficile parce qu'on est très privilégiés. On a la vue sur la mer. Donc on a les ouvriers de chez Cadieux voient la mer de leurs ateliers. Mais par contre, on est très très loin. Pour sortir de Bretagne, il faut faire 3 heures de camion. Et pour faire venir nos clients, c'est beaucoup d'avions, beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. Donc notre métier, donc on est fabricant de portails et de garde-corps en aluminium. Donc on fabrique du portail sur mesure pour vos maisons. Voilà. On fabrique au millimètre près un produit pour que vous soyez entièrement satisfait de votre produit. On ne les pose pas, on les fabrique et on les livre dans toute la France. Donc notre savoir-faire, c'est le sur-mesure. Chaque produit est différent. Donc c'est une fabrication à la commande et en petite série. Voilà, très très petite série. Et donc notre chiffre d'affaires, donc on est passé de 0 à 47 millions en 40 ans. Et quand nous, on a racheté l'entreprise à mes parents, on était à 12 millions d'euros en 2007.
Donc de 2007, on va finir à 47 millions d'euros cette année. Donc c'est vrai que c'est plus la même entreprise avec les mêmes personnes. Ça, c'est très important aussi. On n'a pas changé les gens, on les a fait changer. Voilà. Voilà, donc notre surface d'atelier est donc 17 000 m². Donc ça grandit tous les jours. On est dans le milieu rural, donc on a la chance de pouvoir grandir. Et malheureusement, ça c'est malheureux, d'acheter des terrains à des agriculteurs qui n'ont plus le moyen de vivre de leur travail. Donc on achète des terrains, qu'on les achète très bien pour qu'ils puissent au moins vivre de l'argent qu'on leur donne. Voilà, donc c'est notre chance d'avoir du terrain et on fait grossir l'entreprise tous les ans. Donc on a encore 2 gros projets d'agrandissement et d'amélioration. Et voilà, donc on a une très grosse saisonnalité et donc on vous fait le grand luxe de venir aujourd'hui parce que c'est la semaine la plus forte de chiffre d'affaires, d'entrée de commande. C'est parti là. Dès que vous sortez vos tondeuses, c'est parti, on vend des portails. Voilà. Donc voilà, donc ça commence maintenant et ça va finir fin août avec un peu de congés parce que nos clients prennent des congés. On en prend aussi, sinon on n'en prendrait pas. Et donc voilà, septembre ça repart un petit peu s'il fait beau, octobre et après ça va se calmer et on rentre en dépression nerveuse jusqu'en février. Voilà. Donc ça c'est très difficile à gérer, mais voilà, ça se passe bien. Ça nous fait du bien aussi pour réfléchir et prendre des décisions. Donc là, j'avais mis quelques photos pour vous montrer notre monde. Donc c'est le monde de la délimitation de terrain, de la clôture. Avant, c'était que du portail. Et aujourd'hui, on fait énormément de délimitation de terrain à la place du grillage. Donc on fait des grandes clôtures parce que les gens ne veulent plus entretenir leurs haies. Ils préfèrent avoir quelque chose de propre. Et voilà, donc ils mettent beaucoup de clôtures en aluminium. Donc tu peux passer plus vite parce qu'on a déjà vu toutes les photos. On fait de l'alu contemporain, on fait de l'alu traditionnel et du PVC. Donc voilà, donc ce que je vous ai dit, donc cette saisonnalité est extrêmement difficile à tenir parce que nos ouvriers sont des menuisiers et on ne peut pas prendre une personne de plus dans l'atelier pour les faire monter des portails d'un coup comme ça, c'est pas évident. En plus, tous les ans, on demande à nos collaborateurs de monter une nouvelle marche en plus de la saison parce qu'on fait plus de chiffre d'affaires que l'année d'avant. Et donc tout est différent, chaque commande est différente, donc c'est très très difficile à gérer. Parce que normalement, notre métier est fait par un artisan et non par un industriel. C'est chaque artisan qui devrait faire son portail. Mais en bois, il n'y a pas beaucoup de chutes, alors qu'en alu, il y a énormément de chutes. Donc, c'est plus du tout rentable pour eux. Ils préfèrent qu'on fasse toute cette optimisation de chute. Et eux, leur métier, leur valeur ajoutée, c'est de poser. Et donc là, on a une contrainte, parce que je pense que le lean, vous l'avez tous vécu, parce que vous avez une contrainte. Moi, j'ai un autre... petit exemple, c'est quand je rentre plus dans mon pantalon que je commence à me mettre au régime. Et puis c'est pareil. Donc on a une grosse contrainte, c'est les délais. Nos produits plaisaient, on était au bon rapport qualité-prix, nos commerciaux vendaient, mais on était toujours en retard. Voilà. Donc au début, l'artisan qui a plein de boulot, il dit rien parce qu'il a un autre chantier à poser. Ça le dérange pas, il mettra le portail dans 2 semaines. Et puis le particulier qui avait beaucoup de mal à trouver un artisan, ça le dérangeait pas non plus parce qu'il savait qu'il n'en avait pas trouvé un autre. Et après la crise de 2008, c'est plus du tout la même limonade. Ils ont du temps, ils veulent être livrés au bon moment et ils deviennent très 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 irritables parce qu'ils ont moins de travail. Donc nos artisans sont devenus très très exigeants et en plus on travaille avec la grande distribution de bricolage. Et eux ont vu un nouvel arrivant dans leur paysage à les embêter, c'est le Pure Player. Le Pure Player livre en 7 jours, voire 3 jours en drone bientôt avec Amazon. Et donc la grande distribution a eu très peur et ils veulent réduire leur délai. Ils veulent d'abord qu'on soit à l'heure, et ça c'était pas le cas. Et en plus ils veulent qu'on réduise nos délais. Donc une énorme contrainte et on n'aurait pas pu tenir le coup. Hein, Philippe, on en parle souvent. On aurait peut-être pété en vol, quoi. Voilà, c'est clair. On aurait craqué si on n'avait pas rencontré Philippe. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le lean a été choisi. C'est pour faire face à cette forte croissance. Donc maintenant, je pense que c'est ton tour, Terence. C'est ça. Donc je vous passe la parole à Terence, qui est la personne qui nous a vraiment mis en œuvre opérationnellement le lean. Moi, en tant que dirigeante, j'y ai cru. C'est grâce à une formation qu'a suivie Terence avec Philippe. Il m'a dit, Emmanuel, lis ça pendant tes congés. Il y a le secret. Et donc, j'ai lu le support de cours qu'avait fait Philippe au Baléares. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on a peut-être trouvé quelque chose qui va nous aider. Et donc, c'est Terence qui a mis tout en place. Voilà, je vous passe sa parole. Merci Emmanuel. Déjà, bonjour à tous.
Alors, je vais essayer de vous présenter un peu notre voyage Lean qui a commencé en 2013. Je vais essayer de le faire avec un maximum d'enthousiasme et avec un maximum de passion, parce qu'on nous l'inculque au quotidien chez Cadieux. Allez, on commence. Alors, en 2013, tout a commencé. Voilà, le voyage Lean a commencé en 2013 pour nous. Tout d'abord, on a commencé par la mise en place d'un flux tiré lycée test, notamment sur notre partie phare, la partie aluminium. Donc l'objectif numéro 1 était bien sûr de se désengager du flux poussé et lisser la demande client pour gagner en régularité et en stabilité. C'est clair qu'il est plus facile de réorganiser ou d'améliorer l'organisation d'un système quand il est stable. Par rapport à cette démarche, c'est clair que quand on a descendu en bas et qu'on a décidé de faire tourner les gens à 180 degrés, ça a été compliqué pour eux, très compliqué. Et on s'est retrouvé devant le premier écueil avec des managers de terrain pas spécialement formés à la démarche aussi, très sceptiques, mais on s'est accroché, on a la tête dure chez nous, on a continué. Et au final, on a réussi à lisser cette charge. En 2014, on a enchaîné avec la séparation des flux par typologie de produits, la croissance étant toujours là, environ 2 chiffres tous les ans. L'objectif a été de créer un flux continu et de dédier les équipements. Avant, un portail PVC ou aluminium pouvait passer par la même machine. Avec la réalisation des VSM, on a décidé de séparer les flux, on a décidé de dédier les équipements. Et ça nous a permis de faire des investissements, tant en termes de bâtiments qu'en termes d'achat machine. Mais j'insiste, des investissements qui étaient mesurés. Pourquoi aller acheter une commande numérique à 150 000 € pour faire des trous dans des barres, là où qu'une poinçonneuse à 4 500 € pouvait le faire. Voilà. Puis on est arrivé en 2015. Donc l'idée en 2015, c'était de réduire le nombre d'étapes de valeur ajoutée dans le flux en adéquation avec notre VSM cible. On avait réalisé une première VSM qui était nécessaire. Hein. Pareil, dans tous les systèmes Lean, il est nécessaire de gagner en maturité et en expérience. On a donc décidé de se mettre en adéquation avec notre VSM cible de niveau 2 et on a décidé de créer des îlots. Donc ces îlots ont permis de réduire le nombre de lignes FIFO au sein du système et donc de réduire le nombre les stocks d'encours. Tout ça nous a permis de réduire le lead time avec le temps d'écoulement du produit au sein du flux de production, avec une réduction assez importante et dont je reviendrai dessus lors de la présentation des résultats. Puis là, en ce moment, en 2016, on est plutôt sur une montée en compétences des managers autour de la résolution de problèmes et du management de l'indicateur. L'objectif, c'est de développer l'implication du personnel, qu'il soit collaborateur, manager de terrain, responsable du AP ou moi-même, responsable de production. L'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ait cet ADN, ce déploiement d'objectifs qui coule dans ses veines. Donc très rapidement, quelques points, comment nous on utilise le Lean. Donc en un, déjà le Lean nous sert à diffuser le rythme du client, donc le fameux tag time. Donc aussi bien en production que dans le flux d'information. Donc tout d'abord on s'est intéressé à la production. Il fallait absolument, comme je l'ai dit, apporter de la stabilité, de la régularité dans le système de production. Puis très vite on s'est rendu compte que si le système d'information et le flux d'informations au sens large ne suivait pas le rythme de la production, on allait dans le mur aussi. Donc on a déployé aussi les systèmes Lean à la partie flux d'informations. Là, très rapidement, c'est une photo de notre séquenceur. Donc notre séquenceur qui nous sert à mettre le rythme au sein de tous les flux de valeurs. Flux de valeurs qu'on voit ici. Hop, je reviens. Donc flux de valeurs que l'on voit ici. Hop. Moi, très vite, quand je fais mon Gemba le matin, même si l'entreprise fait presque 20 000 m², en un quart d'heure, je sais comment vont les ateliers. C'est très rapide, très succinct. Très vite, je vais au séquenceur. Voilà, le séquenceur qui lui nous indique l'avance-retard par rapport au client. On voit que là, par exemple, sur ce flux-là, on a des cartes rouges. Moi, je ne me pose pas la question, je remonte le flux vers ce flux de valeur et je suis beaucoup plus efficace, je vais là où se situe le problème. Donc là, par exemple, dans le cas présent, on avait des cartes rouges sur la partie à du standard. Je remonte donc mon flux et je vais jusqu'au montage à du standard. Vous voyez, pareil aussi, donc une des particularités qu'on a chez Cadieux, c'est que le produit est différencié dès le départ. Donc dès le flux d'information,
il y a autant d'entrées, voilà, il y a autant d'entrées qu'il y a de Français, hein, donc chaque portail est différent, que ce soit en dimension, en couleur, en option. Donc le produit est différencié dès le départ. Donc pour contrer cette problématique, on a décidé de mettre en place des cambranges génériques. Pareil, hein, ces cambranges génériques, leur seule fonction est de vraiment donner le rythme du client dans l'ensemble de l'organisation. Donc voilà, je reviens à mes cambans rouges, hein, qui sont du retard. Je ne suis plus dans le rythme du client. Je remonte à l'étape de valeur ajoutée, ici le montage, et je pose la question au manager de terrain. On est en retard, est-ce que tu peux m'en dire plus? Il y a 3 ans, quand on a commencé, il me disait « Ah bon, je suis en retard, je ne sais pas ». Aujourd'hui, quand il me répond ça, bip, carton rouge, c'est pas suffisant. Il y a 2 ans, j'allais le voir, tu sais qu'on est en retard, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais qu'on est en retard, peut-être que, bip, carton rouge, ça marche pas. Aujourd'hui, moi, ce que je lui demande, c'est oui, je suis en retard, je sais pourquoi je suis en retard. J'ai appelé les différents protagonistes, on a nourri notre paperboard, on a décelé une action d'amélioration. Là, il me renvoie quoi? Un message hyper positif. Il maîtrise la situation, il est en phase avec l'ensemble de la politique de l'entreprise et surtout, il est dans la démarche de progrès. Le paperboard n'est pas que l'outil du manager de terrain. On a souhaité que l'ensemble des collaborateurs puissent y avoir accès. S'il manque un balai pour nettoyer à la fin du quart, il faut qu'il apparaisse ici. L'idée, c'est de développer l'implication à tous les niveaux et que chacun se responsabilise dans ses problèmes. 4 niveaux de problèmes. Niveau 1, ça se gère entre l'opérateur et le manager de terrain. Niveau 2, ça se gère entre le manager de terrain et son responsable du AP. Niveau 3, entre les responsables du AP et moi-même. Niveau 4, avec moi-même et bien sûr la direction ou le copil. Bien sûr, la base de tout ça, ce sont les standards aussi, hein. S'il n'y a pas de standard, c'est compliqué d'évaluer qu'une situation dérive. Donc pour nous, par exemple en phase de montage, notre valeur ajoutée, ce sont les hommes. Et comme je vous l'ai dit, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, on fait des produits à façon. Donc le standard qu'on a mis en place, c'est un film de production, ici qu'on trouve ici, hein, voilà, suite aussi au conseil de Philippe. Donc en fait, ce film de production, c'est un contrat entre l'opérateur et son manager de terrain. Dessus, on y indique l'heure de début de la réalisation de la menuiserie, l'heure de fin prévue, 16 heures, et l'heure de fin réelle, dans le cas ici présent, 16h10. Vous pouvez voir que ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, ce n'est pas un fake, hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris dans notre boîte aux lettres à progrès. Mais l'idée de ça, c'est qu'effectivement, le standard, c'était 16 heures, on a mis 16h10, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut absolument, c'est le travail des managers de terrain, c'est aussi le travail de l'implication du salarié, qu'il y ait une information dans les commentaires. Pourquoi j'ai été en retard? Pourquoi? Là, ici, on a juste 2 profils aluminium qui ont été coupés trop court, mais ça peut être un problème de qualité, ça peut être un problème de panne, ça peut être une dérive d'outillage, voilà, ça peut être plein de choses. Mais au moins, on a la démarche progrès. L'idée de tout le système, c'est qu'il est hyper transparent. Le collaborateur ne peut plus dire « oui, je remonte les problèmes, mais ce n'est pas appliqué. On ne m'écoute pas, ce n'est pas résolu ». Et le manager de terrain ne peut pas dire « moi, on ne me remonte pas les problèmes parce que pour X ou Y raison ». Voilà, le système. Je voulais vous dire qu'on a l'électricité quand même en Bretagne. Et on a un ERP qui s'appelle Cégide et moi j'ai fait des études de système d'information. Je suis contrôleur de gestion. Donc c'est pas du tout parce qu'on n'avait pas les moyens de le gérer sur Internet, enfin sur notre ERP ou sur SAP. C'est vraiment une volonté de remettre du sens dans l'atelier. Tout ça, on l'a déjà parce qu'ils pointent leurs OF, ils pointent l'arrivée, ils pointent le début on les acompte pour faire les prix de revient et tout ça, donc vous inquiétez pas. C'est juste, voilà, c'est Philippe qui nous a dit il faut remettre du sens dans l'atelier et un vrai contrat entre l'opérateur qui a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Et on ne peut pas demander le même contrat à quelqu'un qui vient d'arriver que celui qui est là depuis 20 ans. Et il va aussi vouloir se dépasser. La personne qui a envie de se dépasser, il va mettre un petit contrat aussi. Donc ça gagne aussi en productivité parce qu'il s'engage envers son manager. Voilà. Merci. Donc par rapport à ce film de production, donc, qui est un peu la pierre angulaire de toute la remontée d'informations et de la résolution de problèmes, donc on a mis en place ce qu'on appelle nous la boîte aux lettres à progrès dans les ateliers. Donc au départ, on avait uniquement, donc voilà, par exemple là c'est une erreur débit, hein, les erreurs de débit, les erreurs de BE.
et on ne regardait pas le reste. Au final, on s'est rendu compte que ça crée une spirale un peu négative où on regardait plutôt l'erreur de l'autre sans regarder ce qu'il faisait de bien aussi. Donc du coup, on a rajouté la troisième case néant, pourtant elle ne sert à rien, on n'apporte rien dessus, mais elle change la mentalité des personnes au sein de l'atelier. C'est-à-dire, oui, effectivement, les autres font des erreurs, me transmettent des erreurs, mais au final, ils progressent quand même. On suit tous ces indicateurs aussi, hein, leur évolution. Et voilà, on progresse. Voilà, l'idée aussi derrière tout ça, c'était de non seulement, on peut très bien avec le client final rétablir la relation client-fournisseur, mais on a aussi rétabli cette relation de client-fournisseur au sein même du flux de production entre étapes de valeur ajoutée. Donc notre troisième utilisation du Lean, donc c'est, comme vous l'aurez compris, hein, pour nous c'est un outil d'amélioration continue, ce n'est pas une recette miracle. Voilà, on l'adapte à nos problématiques. Donc très souvent, voilà, ce sont les stocks hein, qui masquent les problèmes. Donc nous, notre but en tendant les lignes FIFO, c'est bien sûr de faire émerger les problèmes. Une fois qu'on fait émerger les problèmes, c'est bien sûr de les résoudre avec pour objectif final de toujours tendre le flux hein, pour essayer d'avoir le niveau de problème le plus bas possible et le niveau de stock le plus bas possible. Point numéro 4, donc on adapte les gains du Lean aux besoins et problématiques du client. Chaque salarié dans l'entreprise est sensibilisé à cette problématique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pour le client final. Ce n'est pas pour la satisfaction du responsable de production, des managers de terrain, c'est uniquement pour le client final. Et ça, c'est très important de remettre les choses dans leur contexte. Petit 5, on est totalement transparent dans le management des indicateurs et dans le déploiement des objectifs. Donc tout ça, c'est une photo d'un tableau de marche, hein, comme il en existe plusieurs dans l'entreprise. Donc au sein de ce tableau de marche, on le débrief, nous, ce qu'on appelle le point 5 minutes. On passe à la fois sur les quantités réalisées, hein, si on a respecté ou pas les indices de productivité. Surtout, on vient nourrir le système, hein, on parle aussi des problèmes qu'on a connus la veille. Et au final, ce tableau de marche permet à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur zone de savoir où on en est. Oui ou non, on est dans le rythme. Oui ou non, on est dans les objectifs. Il y a aussi tout ce qui est indicateurs annexes, hein, donc qualité, sécurité, taux de service au PDP, environnement. C'est une vraie plateforme où on communique, aussi bien de manière verticale que transversale. En point 6, donc nous, notre utilisation du Lean, hein, c'était aussi de faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs, notamment en termes de formation. On apporte beaucoup d'importance à la formation. Il est nécessaire pour qu'un opérateur se sente impliqué au maximum, qu'il se forme quotidiennement. Voilà, on n'a pas hésité à envoyer 100% des effectifs en formation Lean pendant une semaine. Et tout au début, pour qu'ils comprennent bien les enjeux et pourquoi on allait mettre en place une politique Lean au sein de l'entreprise. D'autres diront que ça a été un coût. Nous, on pense plutôt que ça a été un investissement où on a récupéré les fruits par la suite. Ici, une photo de notre atelier école. Voilà, donc c'est pareil, hein, l'idée du Lean, c'est d'avoir une démarche apprenante. Il y a encore 2-3 ans, quand on intégrait des nouveaux salariés, on se rendait compte que ceci pénalisait la production et les indicateurs de productivité. Par exemple, on arrivait à maintenir un indice de productivité assez élevé, hein, 1,8 pièces par personne par jour hors saison. Et dès que nos saisonniers arrivaient, on s'écroulait, on descendait à 1, 2, 1, 3. Et là, quand on a fait des objectifs, c'est compliqué, il faut sortir les rames. Donc, pour limiter cet impact avec une formation, voilà, on ne forme pas un menuisier aussi rapidement qu'on forme quelqu'un qui peut mettre une conserve dans un carton. Voilà, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de savoir aussi. Et pareil, hein, toujours dans cette démarche apprenante, on a décidé de créer cet atelier école. On en avait visité plein, on a des entreprises qui sont dans l'automobile, hein, proches de chez nous. Ok, ils avaient des ateliers écoles, mais on n'était pas prêt à l'absorber. On n'était pas prêt, on n'était pas mûr. Et il est né chez nous, en tout cas, là au mois de janvier, avec les premières sessions qui sont déroulées et qui sont plutôt bien déroulées, puisque les nouveaux apprenants ont été basculés en production sans que cela n'affecte le coefficient de productivité. Point 7, donc là c'est le dernier outil qu'on essaie de travailler. Donc je vais me reculer un peu pour avoir une vision. Donc là c'est le dernier outil qu'on essaie de travailler. Donc on avait le PDP, hein, le PDP qui nous donnait une production journalière, mais la vision du PDP n'allait pas au-delà que 3, 4, 5, 6 semaines, grand max.
Or, nous, comme l'a précisé Emmanuel en introduction, on a une forte saisonnalité. Donc, pour essayer de contrer et de lisser, toujours, ce sont toujours les mêmes principes, les mêmes débats. Comment je peux, en lissant ma charge, je peux la stabiliser, je peux mieux l'absorber et mieux m'y préparer. Eh ben, on a essayé de faire la même chose avec le PIC. Donc, le PIC est un outil de décision stratégique. Voilà, le PIC, plan industriel et commercial, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, l'idée de ce PIC, c'est d'avoir une vision à 1, 2, 3, 4 mois. Il est remis à jour tous les mois. Donc comment il s'articule? C'est assez simple. Donc tout vient du commerce. Chez nous, chez Cadiou, tout vient du commerce. Voilà, le chiffre d'affaires est traduit en famille de produits. Ici, les familles de produits qu'on trouve ici. Voilà, ce sont les objectifs de chiffre d'affaires déclinés par mois, par famille de produits. Derrière, on a aussi une évolution N-1 qui indique la croissance souhaitée. Ce chiffre d'affaires qui est un objectif, derrière, on regarde bien sûr si nos prévisions valent quelque chose. Donc, on le compare à du réalisé, ici, et on vient calculer des coefficients d'adhérence pour voir si on dérive ou pas. Une fois Voilà, donc une fois cette démarche réalisée avec le commerce, cette vision un peu plus lointaine, on traduit ces objectifs CA en objectifs pièces. Donc comment c'est possible? C'est juste une simple division. On a ici le prix d'une pièce moyenne. Le CA divisé par le prix d'une pièce moyenne, bien sûr, ça donne un nombre de pièces moyen à réaliser. Donc là, on l'a ici par mois et on le décline après par journée pour avoir un PDP journalier et quelque chose de plus maîtrisé. Une fois ça réalisé, on aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le but, c'est que ce soit un outil qui nous serve et qui serve si possible à tous les services. Donc là, et ça me concerne particulièrement, on vient décliner ce PDP en nombre de monteurs. Voilà. Pour moi, comment? Voilà. Donc on vient décliner en nombre de monteurs grâce à l'indice de productivité que vous trouvez ici, là, en fonction des flux de valeur. Voilà, l'idée de ça, c'est de pouvoir anticiper, on parlait tout à l'heure de saisonnalité, c'est de pouvoir anticiper sur les embauches et de pouvoir aussi anticiper sur les temps de formation. On ne s'est pas limité qu'à la production, on a décliné tous ces systèmes au niveau des autres acteurs de l'entreprise, aussi bien la logistique interne. Ici, la prépa panière, c'est une activité de production, mais que l'administration des ventes, le BE, voilà, cela a permis d'être... parce qu'on aura beau bien travailler en production, si derrière le bureau d'études ou l'administration des ventes n'arrive pas à saisir les commandes parce qu'il y en a trop, ou que n'arrive pas à faire des plans parce qu'il y en a trop, ça devient compliqué. Voilà. Quelques difficultés quand même dans ce voyage Lean. Je pense qu'elles sont communes à tous ceux qui l'expérimentent. C'est de se remettre en question perpétuellement. C'est vrai que l'être humain n'est pas câblé pour. On aime bien le confort. Si on pouvait rester toujours au coin du feu, bien loti, ce serait le même chiffre d'affaires tout le temps. On serait les premiers à vie. Mais non, il faut toujours se remettre en question perpétuellement. Et c'est une gymnastique qui nous amène aussi à moi des notions que je recherche énormément, qui sont les notions d'anticipation. C'est vrai que quand on se remet en cause, quelque part on muscle son cerveau et on est capable d'anticiper les situations à risque. Petit 2, canaliser cette synergie collective et prioriser toutes ces remontées de problèmes, ne pas générer de frustration. Comme je vous ai dit, on a réussi à impliquer l'ensemble des collaborateurs. Ils sont moteurs dans la démarche. Maintenant, ça fait quand même 380 personnes qui remontent des informations ou des problèmes dans des paperboards. Là, si vous n'apportez pas rapidement et que vous ne mettez pas en place la structure nécessaire pour répondre ou pour traiter ces problèmes, très vite, vous pouvez créer de la frustration. Et la frustration amène à un mauvais cercle vertueux. On plonge plus qu'on... on fait l'inverse de ce qu'on souhaite. Le troisième point, c'était, comme je vous ai dit, on a utilisé le PIC. C'est un nouvel outil pour nous. On ne l'a utilisé que depuis cette année. Il faut qu'on gagne en maturité sur ce PIC, qu'on passe de la gestion S, plutôt PDP, plan directeur de production, à la gestion M+1, M+2, N+3, et notamment de continuer de décliner ce PIC dans les autres processus d'entreprise, et notamment la partie approvisionnement, l'achat de matières premières et d'accessoires. On a des atouts quand même pour réussir tout ce voyage Lean. C'est déjà des dirigeants moteurs et premiers convaincus.
Comme je vous l'ai dit, hein, comme Emmanuel l'a rappelé, c'est vrai qu'ils ont toujours été réceptifs à ce qu'on pouvait leur apporter. Ils ont toujours été moteurs aussi. Hein. Moi, je me rappelle, quand je suis rentré de formation, Emmanuel est rentré de vacances, effectivement, il m'a dit « Ok, on y va ». Et 4 mois après, on y était, quoi. Et quand il faut déclencher un investissement, s'il est justifié, mesuré, ok, tu y vas, tu passes commande. Donc c'est quand même plus simple d'évoluer dans un système comme ça plutôt que dans un système qui est lent et non réactif. Donc bien sûr, hein, vous l'aurez compris, donc, nous sommes une entreprise souple, agile et réactive. C'est notre leitmotiv. On ne veut surtout pas s'endormir, on ne veut surtout pas devenir des dinosaures, comme on dit entre nous. Voilà, on veut toujours être un athlète sculpté, musclé, sans gras. Voilà, et continuer la démarche d'amélioration. Notre point fort aussi, c'est désormais la réunion 5 minutes. Voilà, on a vraiment formé tout le middle management à cette réunion. Elle est très nourricière en termes de remontée de problèmes, en termes de remontée d'informations. Elle permet aussi de développer la communication aussi bien verticale, hein, c'est-à-dire le déploiement des objectifs qui viennent du copil jusqu'à l'opérateur. Moi, voilà, la dernière fois, quelle satisfaction pour nous. Pour la première fois, le mois dernier, on a atteint les 95% de taux de service, qui était un objectif rêvé depuis 3 ans. Et quand j'ai un opérateur, un collaborateur qui est venu me voir et pour me dire ouais, c'est génial, on a réussi à avoir le taux de service, alors que lui, il n'est concerné que de loin par ce taux de service, je me suis dit qu'on a réussi quand même le défi d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. Donc, vous l'aurez compris aussi, hein, donc nos atouts, c'est qu'il y a une dynamique collective qui s'est mise en place et des collaborateurs désormais convaincus et moteurs de la démarche. C'est vrai que quand on réussit à convaincre tout le monde d'aller dans son sens, comme on dit entre nous, on a réussi à les convertir, c'est quand même plus simple. Les résultats, je peux vous assurer qu'ils sont pas, on nous le dit souvent qu'ils sont assez bons. On n'a pas triché, hein, c'est vraiment ce qu'il en est, hein, Philippe peut confirmer. Donc voilà, tout ça c'est gratuit sur le taux de service, hein, avec un délai avec un taux de service qui était de 60%, pour un délai à 8 semaines. Et aujourd'hui, donc vous verrez, hein, le avant c'est 2013, l'après c'est 2016. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a réussi à atteindre le fameux 95% pour la première fois au mois de mars, avec un délai à 6 semaines tenu en plus. Le taux de productivité, donc on est passé d'1,4 personnes par jour à 2,2 pièces par personne par jour. Ça fait un gain de 57%. Pour faire ce gain, je vous rassure, je n'ai pas mis quelqu'un avec un fouet au bout d'une table de montage pour qu'il aille plus vite. On les a juste écoutés, on a juste résolu leurs problèmes et on les a juste impliqués dans la démarche. Le lead time qui est passé de 14 jours à 2 jours, donc ça fait moins de 12 jours. Moins de 12 jours ouvrés, donc c'est ce qui est aussi l'une des raisons, hein, qui fait qu'on a pu aussi s'améliorer en termes de taux de service. Le délai de livraison, donc on était à 8-10 semaines, on poussait parfois, j'ai même connu des 12 semaines, hein, des 3 mois. Donc vous imaginez le client qui attend 12 semaines son portail, très compliqué, je peux vous dire qu'à la moindre rayure, il vous le renvoie chez vous. Et aujourd'hui, on est à 6 semaines souhaitées, sachant qu'on livre en ce moment entre 3 et 4 semaines. Voilà. Donc bien sûr, je vous laisse, après c'est des maths, hein, qui dit -2, -4 semaines, ça fait toujours plus 2 ou 4 semaines de CA en plus à la fin de l'année. Le rythme de travail, avant on avait des pics et des irrégularités, aujourd'hui on a du lissage, on a de la maîtrise. Il y a eu des répercussions aussi, le Lean n'a pas permis qu'à la production de progresser, il y a eu des répercussions sur tous les processus annexes. Voilà, les non-conformités qui sont passées de 2% à 0,3%. La sécurité, toute fréquence, toute gravité qu'on a divisé par 2 ou par 3. Nos monteurs ont une activité extrêmement manuelle. Quand vous manutentionnez une pièce de 80 kg, l'accident peut vite arriver. S'il n'y a pas de régularité dans le travail, c'est comme un marathonien ou un sprinter. Le sprinter se claque, le marathonien court 42 km sans se faire mal. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il court toujours à la même allure. Les RH, je peux vous assurer que depuis qu'on a mis le Lean, les RH, ils ont soufflé. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on rentrait en pic de saisonnalité, pour eux, ça devenait l'usine à gaz. Il fallait embaucher très vite, pas spécialement regarder la qualité aussi des personnes qu'on embauche. Voilà, c'était très rapide, très massif. Ils étaient vite débordés, n'arrivaient pas à répondre à nos besoins. Aujourd'hui, grâce au lissage, il y a une vraie maîtrise des embauches.
L'atelier école est venu en complément. Désormais, on travaille aussi sur la qualité de l'embauche. On a complètement inversé le processus. Et l'environnement, on recyclait 59% de nos déchets. Aujourd'hui, on en recycle 92%. Je pense que cet indicateur, au-delà qu'il soit bon, c'est aussi un indicateur qui montre l'implication des personnes. Voilà, trier le bon déchet. Et cette année, il y a les trophées développement durable qui ont été créés, toujours dans cette dynamique d'essayer de faire participer les gens à la vie de l'entreprise. Quelques devises pour nous. Alors moi, en production, on a repris celle de Nelson Mandela, qu'il avait empruntée à Descartes. Voilà, on ne perd jamais, on gagne ou on apprend. Moi, quand je vais sur un point chaud et qu'il y a un problème en production, le manager de terrain, c'est interdit qu'il me dise qu'il n'a rien fait. Je préfère qu'il ait tenté quelque chose, quitte à se planter, plutôt qu'il soit resté statique et inerte. Au moins, s'il s'est planté et qu'il n'a pas pris la bonne décision, il aura appris de cette mauvaise décision, et je suis sûr qu'il ne la recommencera pas dans le futur. Oui, ça c'est notre devise auprès de nos clients. Donc nous, nos clients, c'est hyper important, on les connaît très bien. On se tutoie et c'est comme s'ils faisaient partie de l'entreprise. Donc ce sont des artisans qui achètent chez nous toute l'année. Donc nous, on s'engage auprès d'eux. Ça, c'est la première chose. On s'engage à leur livrer le produit qu'ils attendent. Donc cet engagement, on n'est pas dans des grandes stratégies, on n'est pas des stratèges, on n'est pas des hommes de process en fait. On est plutôt des gens très agiles. Et donc on s'adapte. On s'adapte à tout. On ne dit jamais non à un client, ni sur un délai, ni sur un produit. On trouvera toujours une solution. Donc ça, c'est vrai qu'on aime bien quand un client est satisfait, mais on l'a sorti d'une situation difficile. C'est vraiment très, très encourageant pour nous. Donc l'adaptation fait partie de notre ADN. Et on expérimente, donc c'est ce que dit Terence, ça c'est pas des pipeaux. On a droit d'essayer, on a droit de tenter, on a droit de se tromper, on a droit de dire quelque chose qui est peut-être idiot, mais on n'a pas le droit de juger. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ce trophée du développement durable aussi pour que les initiatives émergent de partout. Et voilà, c'est notre nous atout, c'est quand même notre expérience. On a 40 ans d'expérience, donc on a des hommes d'expérience aussi qui forment des nouveaux. Et donc on fabrique tout en France, même si nos produits ne sont pas... nos matières ne viennent pas tous de France parce qu'il n'y a plus beaucoup d'extrudeurs en France, donc on achète en Europe beaucoup. Et voilà, on a quand même plus de 380 collaborateurs, ça c'est plutôt nos atouts. Voilà, donc c'est surtout cette roue des progrès qu'on a créée par rapport à nos valeurs, qu'on essaye d'inculquer à tout le monde. Donc voilà, quelques pièges à éviter, ce que nous on a noté, fruit de notre expérience au sein du Lean. Donc c'est sans cesse recentrer le besoin du client au cœur du débat. Voilà, est-ce que ce que je fais apporte de la valeur ajoutée ou de la non-valeur? Le client est au centre du débat. C'est comprendre et adapter le Lean à ses activités plutôt que de faire du copier-coller. L'exemple du PDP, par exemple, c'est vrai que Philippe nous avait apporté cet outil. Nous, bêtes et méchants, on a repris l'outil, on a essayé de l'adapter. Non, on ne l'a pas adapté, on l'a juste copié, on l'a pris pour argent comptant et au final, on s'est un peu planté. Par contre, l'outil était bon. C'est juste la manière dont nous, on l'utilisait qui n'était pas bonne. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, je sais qu'il y a plein de réseaux, il faut des réseaux, il faut aller voir un peu ce que font les collègues, voir un peu, s'en inspirer, mais surtout ne copiez pas ce qu'ils font. Parce que le Lean, c'est s'adapter à son activité. Voilà, et ça va à l'encontre de la démarche de l'entreprise apprenante. Voilà. Être toujours en mouvement, ne pas rester statique. Si vous êtes statique, peut-être que votre concurrent, qui est notre adversaire numéro 1, peut-être que votre concurrent le fera à votre place. Donc voilà, conservez la démarche, que ce soit au niveau des ateliers, que ce soit au niveau des managers, que ce soit continuez la démarche de progrès, continuez et surtout poussez avec eux. Ne les regardez pas poussez avec eux. Voilà, soyez moteurs. Ne pas se satisfaire des situations acquises, on peut toujours optimiser. Voilà, il y a plein de choses qui existent déjà, on peut se satisfaire. Par exemple, là, pour l'environnement, on est à 92% de déchets recyclés. Et récemment, il y a 3 collaborateurs qui sont venus voir et qui m'ont dit les 92%, on peut encore les améliorer. Ah bon, pourtant j'étais moteur de la démarche. Ah bon, explique-moi. Écoute, vous recyclez des sprays, voilà, des bombes, des sprays d'huile, comme on en trouve dans toutes les menuiseries. Eh ben, c'est pas bien. Ah bon, c'est un déchet dangereux, on le recycle dans les beaux bacs bleus, ça coûte un bras en plus, parce que c'est des déchets dangereux. Ouais, mais non, c'est pas bien, parce que... et là, il m'a renvoyé complètement à mes fondamentaux, il m'a dit, en fait, on peut trouver un système où on n'a pas ce type de déchets à gérer. Et il est venu avec une simple burette d'huile, en me disant, écoute,
Je te propose de remplacer tous les sprays. C'est 3 opérateurs, hein, je ne mens pas. Hein, voilà. Je te propose de remplacer les sprays par des burettes d'huile. Résultat des courses, gain de 1 500 € à l'année. Et comme j'ai dit, il m'a renvoyé à mes fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'il m'a juste rappelé que le bon déchet ou le bon problème, c'est celui qui n'existe pas. Voilà. Oui, voilà, c'est la fin. On va pas vous. Là, c'est météo 41. On est bien, on est pile poil. Donc voilà. Maintenant, il va falloir qu'on maîtrise le pic. Donc pour cela, on a donc intégré une nouvelle collaboratrice, Sylvia, qui est là, qui avait fait son chemin également, mais plus dans le flux poussé. Donc on lui apprend le flux tiré, et donc elle vient apprendre aujourd'hui aussi. Donc elle s'occupera donc de nous générer ce fameux pic et de donner des données les plus fiables possibles pour qu'on puisse s'engager. Donc ça, c'est vraiment nouveau pour nous, hein. Le pic, ça fait quelques mois vraiment. La dernière session avec Philippe, on a senti que là, ça y est, on commence à être mature. Voilà, et améliorer donc nos flux d'informations. Vous allez nous dire, mais ils sont sympas, ceux-là, ils ont 4 semaines pour fabriquer. Nous, on en a 2 jours. Voilà. Et donc, c'est vrai que le marché de l'artisan, il est prêt à attendre 3 semaines, 4 semaines. Il est pas toujours. Donc, nous, notre objectif maintenant, c'est encore de réduire ce délai, de passer, pourquoi pas, à 2 semaines, 3 semaines. Mais le problème, c'est le flux d'informations. C'est le délai qu'on a à saisir cette commande, à la comprendre, à faire cette fiche, à faire ce plan, que notre client ramène ce fameux plan signé qu'il a oublié dans la voiture. Voilà, donc c'est tout ce fameux flux d'informations qu'on aimerait encore améliorer. C'est vraiment notre gros chantier. Et voilà. Et là, donc nous, notre choix a été donc de stocker nos produits standards en hiver pour pouvoir faire plus de sur-mesure en été. Donc moi, à mon avis, enfin Philippe dit que non, mais moi je pense qu'on peut c'est vrai qu'on a lissé, mais je pense que on peut encore faire mieux et peut-être stocker un petit peu moins pendant l'hiver. On va voir. C'est la première fois qu'on a choisi ce système. Donc voilà, ne pas stocker les produits finis à l'avance. On va essayer d'être en juste à temps. C'est encore un nouveau challenge. Et puis voilà, nos fournisseurs, ils n'ont pas toujours bien compris ce qu'on est en train de faire. On les titille un petit peu, mais je sens qu'ils sont prêts. Et en plus, ils ne sont pas tous français, donc on essaye de leur apporter cette démarche. Et donc voilà, ça va être les amener avec nous. Voilà, ça va être le nouvel enjeu de l'année 2017. Voilà. Donc voilà, ça c'est Terence qui a voulu mettre cette photo. Donc c'est le 18 décembre, c'est le trophée du développement durable qu'on a organisé. C'est les équipes qui ont donc participé et voilà, on trouvait que c'était une belle photo de famille parce que donc chez nous, voilà, on a beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble. Mais je pense qu'il faut vraiment garder ça en vous. Le lean, c'est sympa, les mots japonais aussi, c'est cool, mais il faut avoir plaisir à travailler. Il faut passer 8 heures par jour avec vos collègues et sans plaisir, c'est pas possible. Donc voilà, prenez du plaisir à travailler. Merci. Donc, merci Emmanuel et merci Terence pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Une des clés de votre organisation, si j'ai bien compris, ça a été le lissage des commandes. Tout est parti de là et de l'activité. Mais comment vous faites dans une activité qui est historiquement saisonnière pour lisser l'activité ? Donc en fait, l'idée, donc, comme on a dit tout à l'heure, on a une production qui est beaucoup à façon, sur mesure. Le produit est dès le départ est sur mesure. Voilà. Par contre, voilà, il est unique. Par contre, on a une certaine gamme de produits qui sont toujours les mêmes, ce qu'on appelle nous les produits aluminium standard. Voilà, même dimension, même couleur, même forme. Et donc on a fait le pari cette année pour essayer de lisser la charge, comme disait tout à l'heure Emmanuel. Voilà. Aujourd'hui, on a une capacité de production qui va à 200-220 pièces jour, à peu près. Et on avait peur justement cette année, par rapport à la croissance, que cet outil de production soit un peu à bout de souffle si on avait 220, 230, 240 commandes. Voilà, travailler les samedis, c'est bien, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Travailler en 3/8, c'est bien, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc on a fait le pari en début d'année, ça c'est en petite réunion au mois de septembre. Voilà, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire tous ces produits standards qui seront vendus l'été dans notre période de saison creuse. Ça nous a permis de conserver nos effectifs, d'éviter trop de mouvements, et de rester à une production linéaire de 180 pièces jour, de septembre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a essayé de remplir les creux. Ouais. Ce qu'on dit avec le lissage, c'est qu'on fait la même chose tous les jours.
Ça, c'est du lissage. Avant, chez nous, on faisait, si le lundi, il y avait un camion de 130 pièces, le mardi, il y en avait un de 40, le mercredi, ça remontait. Et on faisait, les ouvriers devaient faire ce qui partait. Et donc, ce que nous a appris Philippe, c'est de lisser et donc de faire en amont pour qu'on fasse voilà, le nombre de pièces, la moyenne qu'il faut. Ça a été lisser aussi le quotidien. Voilà, c'est plutôt là, ça a été ça. Puis après, la décision qu'on a prise, c'est de stocker le standard en hiver. Et ça nous permet aussi de créer des CDI en plus, parce qu'au lieu de prendre des intérimaires, on va pouvoir garder en hiver et faire des contrats à durée indéterminée. D'autres questions? Cyril? Pardon, j'avais le micro ici. Paul Jett, Operae Partners. Là, vous parlez justement que vous fabriquez pendant la saison creuse en avance donc un certain nombre de pièces. Cela ne pose-t-il pas un problème de stock et d'investissement élevé pour faire face à la demande? C'est vrai, c'est le problème. C'est aussi le problème de place, parce qu'on n'a pas la place non plus. Là, on est à plus de 3000 portails stockés. C'est des portails de 4 mètres de long par 1,80 m de haut. Donc ça pose un problème de place et ça pose un problème de trésorerie. Mais comme il a été prévu qu'on a fait ce fameux pic avant, on a géré avec notre directeur financier, on a vu les besoins de trésorerie que ça allait représenter, et on a parlé avec nos banquiers à l'avance. On leur a dit qu'on allait avoir peut-être un petit trou d'air et ils vont nous accompagner. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est à la période la plus difficile là, mais c'est prévu. Donc ça se passe très bien parce qu'on l'a prévu. Je pense qu'on peut rajouter, c'est que ce lissage en amont n'enlève en rien à l'effet de saisonnalité. Il ne fait que l'atténuer. On aura toujours encore des problèmes de saisonnalité. Ah oui, parce que là on a reçu le double, le triple de commandes de lundi dernier, quoi. Dès qu'il fait beau, et puis les Parisiens, et j'ai bien la tête beaucoup de Parisiens, ils vont chez Leroy Merlin le dimanche. Oui. Oui, bonjour Sylvain Vieuil, c'est Farfiltis, merci pour votre présentation. J'entends le facteur de saisonnalité qui est important pour vous, pour ne pas dire critique, mais du point de vue commercial, enregistrement des commandes, administration des ventes, donc, comment est-ce que vous gérez cette saisonnalité ? On ne l'a pas géré l'année dernière, on a carrément raté d'ailleurs, parce qu'on avait 300 commandes non saisies, et déjà on les savait. L'année d'avant, on ne savait même pas. Parce que chaque assistante avait sa façon de travailler, et donc on ne voyait même pas ce qu'il y avait dans leur boîte de mail. Ce que chaque artisan, c'est un petit coup de torchon. La commande nous arrive avec un croquis, et débrouille-toi avec ça. Donc il y avait les boîtes mail pleines, il y avait les boîtes de fax, chacun avait son petit truc. On ne savait déjà pas combien il y avait de commandes non saisies. Donc déjà, l'année dernière, on le savait, mais on ne savait pas le faire. Et donc, grâce au PIC, on a calculé avec Sylvia et Philippe le nombre de personnes qu'il faut compétentes pour assumer la saisonnalité. Et donc, on a embauché 2 mois à l'avance 3 personnes de plus à l'administration des ventes. Ça nous a permis de les former. Et donc, maintenant, arrivé la saison, elles savent saisir. On va les garder en CDD. Ouais, voilà. Alors, il y a un autre truc sympa aussi, c'est le groupement d'employeurs. Donc, moi, je suis vice-présidente du groupement d'employeurs du Cornouailles. C'est un truc génial. En fait, on peut faire du temps partagé. Ça veut dire 6 mois, elle peut être chez nous. Et 6 mois, elle peut être dans une autre entreprise saisonnière, comme l'agroalimentaire. On a le saumon à côté de chez nous, et où ils ont besoin de monde pour saisir les commandes, plutôt novembre-décembre. Donc ça, on peut aussi travailler là-dessus pour avoir un vrai CDI, mais dans 2 entreprises différentes. OK. Cyril ? Bonjour, Cyril Garambois, Thales. Alors, je veux vous remercier. C'est rafraîchissant de voir qu'une PME peut donner des leçons à une très grande entreprise. Merci à vous. Ma question est autour du flux tiré. J'ai tendance à dire que quand le flux tiré revient sur le design du produit, met en valeur des problèmes de design de produit, c'est que le flux tiré est sur le bon sujet. Est-ce que votre logique flux tiré vous a permis de travailler avec votre BE pour modifier des éléments de design et vous faciliter la vie pour faire du flux continu ou du flux tiré? Si, tout ça remonte aussi du terrain. Je rappelle, tout vient du terrain, dans 80% des cas. Là, récemment, on a encore modifié un profil EALU parce qu'on se rendait compte avec cette modification-là, on pourrait aller encore plus vite et produire plus vite. Et c'est l'avantage d'être une PME aussi. On a pris la barre d'ALU, on a expliqué par A plus B ce qu'on souhaitait à la R&D,
Et la R&D, le lendemain, ils avaient déjà envoyé un plan au fournisseur en disant « voilà ce que je veux pour demain ». Donc oui, effectivement, on est dans cette démarche-là. L'idée vraiment, c'est qu'il y ait une synergie. Voilà, c'est de créer une synergie avec l'ensemble, pas uniquement en production, mais avec l'ensemble des services support de l'entreprise. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant pour le BE. Et puis je vois, Terence au début il était un petit peu en bisbise avec Lisa parce que Lisa, on lui remonte tous ses erreurs de fiches ou des erreurs de dimension. Avant, on ne voyait pas. Donc elle était un peu tranquille. Et là, au début, ça tiraillait un peu. Je dis, allez, vas-y, mollo, parce que voilà, c'est un bureau d'études, ils ne sont pas habitués. Donc voilà. Donc voilà. Et après, donc, il a mis un peu d'eau dans son vin et il a plutôt. Et ça, c'est super ce qu'il a fait, je trouve, avec la boîte où tout va bien. Et il dit à Lisa, voilà, tu as 98% de taux de service et c'est super. Et voilà, je trouve ça sympa parce qu'autrement, c'est un peu la relation se tend un peu trop. Donc on essaye quand même de positiver le travail de l'autre. Merci pour cette présentation. C'était très, très rafraîchissant, comme le disait la personne avant moi. J'ai une question très brutale. Le Lean, ça vous a permis de créer combien d'emplois? Waouh. Déjà, j'aurais peut-être pu en perdre parce que peut-être que je ne serais plus là. Si on n'avait pas pu, on a un très, très gros donneur d'ordre. Donc, si je n'avais pas réussi à tenir mes taux de service, je dois 10% du chiffre d'affaires de pénalité. Donc, si je n'atteignais pas un taux de service qu'il me demandait d'atteindre, je perdais entièrement la marge du compte. Donc, c'était terminé. Donc voilà, donc ça a pu. Mais bon, sans ça, ça c'est vraiment tristouné, mais sans ça, je pense qu'on a dû créer au moins 70 emplois, je pense. Ouais. Voilà, je pense pas que ça soit. Si c'est bien utilisé, ça peut pas perdre. Enfin, je suis pas dans votre entreprise non plus. Je sais bien que c'est dur aussi dans des entreprises où il faut absolument baisser les coûts de production parce qu'il y a des contraintes financières ou voilà. Je suis pas là pour vous donner des leçons avec mon monde de oui non plus. Hein. Voilà, mais ouais, je pense que ça a créé énormément d'emplois. Ouais. Voilà, d'autres questions? Bonjour, alors, Samir Mrabetti, Maison Chopard. J'avais juste une question en fait, au niveau organisationnel. Je suppose que vous n'étiez pas que deux à mettre en place le Lean, ni les 380 collaborateurs à travers la formation que vous avez pu faire. En fait, en termes de méthode, de logistique, que ce soit le bureau d'études, comment vous avez organisé? Est-ce que vous avez procédé à de nouveaux recrutements? Et en fait, c'était ma question. Non, du tout. Moi, comme l'a dit Emmanuel, c'est vrai qu'au retour de formation avec Philippe, je me dis, pourtant je suis ingénieur de production de formation, j'avais abordé les thématiques Lean au cours de mes études, mais je n'ai pas aussi poussé. Donc je suis allé une semaine avec Philippe, et quand je suis ressorti de là, j'étais certain, convaincu, converti, qu'il fallait faire ça chez nous. Mon job après, ça a été d'essayer de convertir et convaincre ma direction qu'il fallait aller vers là. Sinon, le risque était qu'on explose en plein vol, comme le disait Emmanuel. Donc on a commencé comme ça. Philippe est venu très vite, pareil, l'avantage d'être une entreprise réactive et agile. Au bout de 3 mois, Philippe était déjà avec nous et on a commencé à ouvrir les premiers chantiers. En parallèle de ça, on a organisé tout un processus de formation. Donc ça a commencé par les responsables. Voilà. Après, moi, en tant que responsable, mon job aussi, c'était de diffuser et pas spécialement de les mettre en salle pendant 5 heures et de leur faire une formation, plutôt de prendre des cas concrets du terrain et les forcer à réfléchir sur l'organisation et sur la manière dont ils devaient traiter les problèmes. Voilà, ça a été plutôt mon job et ça a été de le diffuser. Ça n'a pas été sans casse non plus, parce que parfois on se rend compte que les gens qui étaient en place n'avaient peut-être pas les aptitudes pour aller vers là où on voulait aller. Donc là, il fallait trouver aussi des solutions. Et puis derrière, on a bouclé la boucle en envoyant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des salariés une semaine sur les thématiques Lean, 5S, etc. Pour pouvoir encaisser la démarche. Parce que c'est vraiment ça, il faut pouvoir encaisser la démarche. Comme je vous l'ai dit, la première année qu'on s'est tourné la tête à 180 degrés, ça a été très dur, très très dur. Voilà, ils étaient dans le confort, ils avaient un joli stock devant, on a plein de boulot, on est au confort, on est bien. Quand ils ont vu que c'était plus 50 chariots qu'ils avaient devant eux, mais plus que 5. Ils ont commencé à se dire, oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils sont en train de nous mettre l'entreprise par terre. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que les 5, ils allaient
tourner beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci à toi encore une fois, Emmanuel. Merci à Terence. Merci.